Alors merci de votre invitation. Je suis content de retrouver certains d'entre vous, certaines que j'aperçois trop peu souvent. Donc, comme m'a présenté brièvement Bertrand, la raison pour laquelle je suppose j'ai été invité ici, c'est ma tâche d'aumônier d'hôpital Sainte-Anne. Donc voilà, pour me situer, je suis dominicain, hors communauté à présent. Je suis donc l'aumônier de l'hôpital Sainte-Anne depuis 3 ans et je commence mon deuxième mandat à l'hôpital Sainte-Anne. Et puis Marc, nous avons travaillé ensemble. Véronique, on a aussi beaucoup travaillé ensemble. Et donc je suis à la fois sur les domaines de... Enfin, mes champs de réflexion sont l'interface, comme on dit, entre l'éthique et la théologie, ce qui me donne l'occasion d'enseignement ou d'animation de groupes de parole, etc., en éthique, et aussi en éthique professionnelle, je dois dire, de plus en plus. Et puis, j'exerce la coupable industrie de psychanalyste en libéral depuis maintenant une bonne dizaine d'années, à Paris. Voilà un peu... Bon, je vous dis, comme on disait à la Cato de Paris dans les années 80, voilà d'où je parle. Alors, après les tensions conceptuelles posées par Marc, vous pouvez adopter une attitude de détente, parce que ça va être, je pense, un peu plus détendu, mon intervention. Elle va se situer, j'espère qu'elle sera complémentaire, je pense que oui, parce qu'à mesure, j'ai retrouvé dans ce que tu disais des éléments d'ailleurs que j'avais préparés. Je vais donc partir de mon expérience, puisque tu as cité l'expérience, et donc je vais enraciner mon propos là où je suis, d'où je parle décidément, c'est-à-dire à Sainte-Anne. Et j'ai essayé de réfléchir à votre thème à partir de mon expérience concrète d'aumônier de Sainte-Anne. Donc beaucoup autour des questions de laïcité, et je peux vous dire que sur la laïcité en acte, Sainte-Anne, c'est très riche. Hein, c'est une expérience quotidienne très riche. J'ai listé différents points que je voudrais aborder avec vous dans le temps qui m'est imparti. Et je reprendrai d'abord différents éléments introductifs que Marc a soulignés à l'introduction de sa propre intervention, à savoir, oui, à Sainte-Anne, on est effectivement dans la tension féconde, j'espère, de Weber, à savoir entre autonomie et conviction, entre tout le temps. À peu près tout le temps. Alors je ne sais pas si ça fait de la schizophrénie, on a beaucoup de schizophrènes à Sainte-Anne, mais ça fait parfois des clivages. Alors certains clivages peuvent être enfermants, stérilisants, d'autres peuvent être féconds. Hein. On a tous des... c'est pas forcément une pathologie. Ça peut être une pathologie contemporaine, mais on a tous des identités multiples. Alors, je sais bien que c'est aussi une psychopathologie, les identités multiples, mais quand on arrive à en faire quelque chose, hein, on a une éthique professionnelle, on a une éthique de conviction, voilà. Et donc on a un petit peu, et de plus en plus dans le monde contemporain, cette tension liée à nos identités multiples. Alors, à Sainte-Anne, ça donne quoi ? Le premier terme qui m'est venu pour vous donner une vignette clinique immédiate, quand j'ai été embauché à Sainte-Anne comme aumônier catholique, et donc reçu par le service juridique, le service de relations humaines, le premier péché, le premier grand péché irrémissible de la laïcité, contre laquelle la religion ne peut rien en termes de rédemption, c'est le prosélytisme. Donc c'est intéressant parce que le mot de prosélytisme, on le retrouve aussi bien dans la bouche du pape François, hein, prosélytisme, il met en garde les catholiques contre des formes de prosélytisme, que dans la bouche d'une directrice, une DRH très laïque de l'hôpital Sainte-Anne. Pas de prosélytisme. Hein, vous êtes aumônier, on est très content de vous accueillir, etc., mais pas de prosélytisme. C'est intéressant parce que le mot prosélytisme, d'ailleurs, c'est un mot qui retrouve une certaine vigueur, mais qui avait été minoré, abandonné depuis longtemps, surtout dans la théologie, alors depuis Vatican II, et puis les encycliques sur la mission, etc. Le mot prosélytisme avait un petit peu perdu de son sel et de sa saveur immédiate, et là, immédiatement, en laïcité, comme dans la bouche du pape François, je trouve ça intéressant, pas de prosélytisme. Alors là, je trouvais que c'était une tension intéressante.
Le prosélytisme, hein, c'est concrètement, dans un hôpital, c'est sortir du cadre. Je vais revenir sur la question du cadre professionnel. C'est se tromper de lieu, par exemple, pour écouter un malade, pour le recevoir. Hein. C'est poser des gestes sacramentels ou sacramentaux dans des conditions qui ne sont pas professionnelles, qui ne sont pas définies par l'hôpital et qui ne sont pas acceptables par les soignants. C'est tout un tas d'infractions, si vous voulez, comme ça, à la loi, hein, on pourrait dire. Donc pas de prosélytisme. C'est évidemment, le mot prosélytisme au sens le plus radical qui soit, c'est évidemment ne pas tenter de convertir. Évidemment ça. Hein. Ne pas tenter de convertir, voilà, respecter la liberté de conscience. Et la première tâche de l'aumônier d'ailleurs, c'est de garantir la liberté de conscience de chacun. Quelle est la place d'une aumônerie ? Jean-Marie pourrait aussi vous en dire beaucoup là-dessus. La place d'une aumônerie dans un hôpital comme Sainte-Anne, mais il est marge à tous les hôpitaux, hein, mais on le rappelle avec les spécificités de la psychiatrie. D'ailleurs, à Sainte-Anne, il n'y a pas que de la psychiatrie. Hein, pour celles qui connaissent un peu, il y a 3/4 de psychiatrie. Pour vous présenter l'hôpital, il y a un petit peu moins de patients qu'au Vinatier, à Lyon. Il y a 3/4 mais il y a un gros pôle de neurologie, en particulier, qui reçoit une partie des AVC de la capitale et qui a été totalement dédié au Covid pendant l'épidémie. Alors, ce qu'on nous dit beaucoup, ce qu'on nous renvoie beaucoup, et ce qu'on a du coup beaucoup intériorisé à Sainte-Anne, c'est que l'aumônerie ne fait pas partie du système de soins. Donc une des déclinaisons de la laïcité à Sainte-Anne, c'est que la religion, les religions, les cultes ne font pas partie en tant que tels du système de soins. Ça a des déclinaisons multiples, hein, cette affaire-là. J'en donnerai deux qui me viennent à l'esprit. On ne peut pas considérer, par exemple, que le fait de venir à l'aumônerie, de participer au sacrement, de prier à la chapelle, parce qu'on a la chance d'avoir une chapelle en bonne et due forme, etc., fait partie du thérapeutique. Ce n'est pas une activité, hein, le terme serait l'activité, ça n'est pas une activité thérapeutique de l'hôpital. Ça, c'est très laïcité française, c'est-à-dire que dès qu'on bougerait, si on bouge un tout petit peu, ne serait-ce qu'en francophonie, et je pense en particulier aux amis suisses, on n'aurait pas exactement ce cadre-là. Je dis ça, ou d'ailleurs nos amis canadiens, québécois, etc., hein, puisque actuellement, dans un hôpital, et c'est très intéressant, je ne sais pas si j'arriverai à moi tout seul à faire bouger la chose, mais ça m'étonnerait, mais actuellement dans un hôpital comme celui de Sainte-Anne, on ne peut pas parler de spiritualité du soin. C'est une notion et une pratique d'ailleurs qui est bien actée, entérinée et qui se développe depuis longtemps déjà au Canada, en Suisse, etc. Il y a un mur français, il y a une spécificité française, je ne sais pas si elle est si géniale que ça, mais le mot spiritualité du soin n'est pas admis. Alors on voit passer de temps en temps la publication de colloques quand même, hein, de colloques où on parle, mais on parle ailleurs de spiritualité du soin. Donc le terme de spiritualité du soin, la religion, les religions, comme faisant partie d'une démarche possible de spiritualité du soin, c'est pas possible justement. Alors a fortiori, c'est difficile d'imaginer qu'il y ait une activité thérapeutique en tant que telle d'une aumônerie. Ça pourrait bouger. Hein, moi, je souhaiterais volontiers que ça bouge, mais je sens bien que les conditions n'y sont pas du tout. Pour vous dire, si vous voulez, de l'hôpital... Alors c'est intéressant parce que moi je suis arrivé, j'étais aumônier de l'hôpital Sainte-Anne. Sainte-Anne, en tant que tel, disparaît. Hein, il ne reste plus que le centre hospitalier Sainte-Anne et nous sommes englobés c'est le vaste mouvement de la mutualisation actuelle, dans un grand GHU, donc un tout, un groupement hospitalier universitaire qui inclut depuis 1 an maintenant plusieurs hôpitaux psychiatriques de Paris, dont Maison Blanche, etc., avec une mutualisation des sites, une mutualisation du travail.
sur lequel je me garderai bien de parler quant aux résultats et à l'efficacité, mais enfin, un site polycentrique, hein, qui démultiplie le travail et les responsabilités de chacun. Et on voit bien que les traditions de laïcité ne sont pas les mêmes d'un hôpital à l'autre, et qu'il suffit de... Et donc la laïcité, hein, dont c'est toujours, je crois que c'est François Bayrou qui dit ça de temps en temps, il ne faut jamais mettre d'adjectif après laïcité, c'est stupide, la laïcité elle n'est pas stricte, elle n'est pas ouverte, elle est la laïcité. Moi je veux bien. Sauf que concrètement, il y a des traditions locales, des incarnations particulières et singulières de la laïcité qui sont quand même très contrastées. Et donc la laïcité dans un hôpital comme le mien, c'est que monsieur l'aumônier, qui est en fait catholique, c'est donc monsieur le moine, fait partie, parce que je suis l'aumônier, mais surtout parce que je connais un peu 2-3 trucs d'éthique, de la plateforme éthique de l'hôpital. Bon. Mais il est exclu que, comme aumônier, je sois, par exemple, interrogé, invité à faire telle ou telle intervention ou cours à des soignants. C'est juste pas possible. Ce qui serait possible dans un autre hôpital, je pense à Villejuif, par exemple, où quand les soignants ont une question religieuse qu'ils ne maîtrisent pas, eh bien, on demande à l'aumônier, parce qu'on pense qu'il a les informations, de pouvoir les éclairer leur discernement sur ces questions. Ça, c'est pas trop possible actuellement à Sainte-Anne. Donc, il y a des laïcités, je suis quand même obligé de dire, strictes à certains endroits et qui semblent plus ouvertes ou déclinées autrement à d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ce cadre-là? D'abord, on essaye, comme là je prolonge ce qu'a dit tout à l'heure Marc, on a d'abord comme tâche de respecter le cadre professionnel. Rien ne se fait hors du cadre professionnel. Rien ne se fait de religieux, de spécifiquement religieux ou spirituel. D'ailleurs, on pourrait peut-être distinguer religieux et spirituel, enfin, ce serait intéressant ça. Rien ne se fait en dehors du cadre professionnel. Ce cadre, à l'aumônerie, il est clairement un peu latéralisé. Hein. Nous ne sommes pas... ne fait pas partie du système de soins. On nous le dit, on nous le répète sans cesse. Mais nous occupons une place originale et qui, dans cette latéralisation, est clairement identifiée par les soignants comme par les patients. Alors c'est peut-être un lieu, c'est peut-être un peu une utopie, au sens étymologique, hein, cette place de l'aumônerie, mais elle n'est possible que dans le respect du cadre professionnel. C'est un lieu un peu à part. Et reconnu comme tel, et institutionnalisé comme tel. C'est-à-dire, je parlais des activités, quand un patient peut sortir de son service, hein, de façon ouverte, semi-ouverte, ponctuelle, une heure, une demi-journée, etc., il a la permission de venir à l'aumônerie pour une activité, même si ce n'est pas une activité, vous voyez, de prière, de culte, à laquelle il a le droit en termes de liberté de conscience. Mais cette activité, qui n'en est pas une, répond quand même aux critères de l'activité, donc à la même permission, aux mêmes dérogations, aux mêmes ouvertures que les autres activités estampillées comme telles d'un hôpital psychiatrique. C'est donc une situation assez spéciale. On pourrait dire, enfin en y réfléchissant, qu'il y a une fonction un peu métaphysique, hein, si vous voulez, de l'aumônerie. Il y a une fonction méta de l'aumônerie, ou une fonction un peu para, hein, un petit peu le long d'eux, un petit peu ailleurs, qui, à Sainte-Anne en tout cas, ne souffre à peu près aucun assouplissement. Quand je dis aucun assouplissement, c'est évidemment, le cadre professionnel est quand même extrêmement contraignant, mais il est contraignant pour tout le monde, dans les affichages d'activités, dans le respect des horaires, dans ce que nous on peut proposer. Tout et chacun des points sont contrôlés. À partir du moment où nous nous soumettons à ce cadre, à cette contrainte, la confiance est créée. Et de problèmes de confiance, pour prendre cette expression-là,
ou de reconnaissance mutuelle entre l'aumônerie catholique et l'hôpital à Sainte-Anne, je n'en ai pas eu depuis plus de 3 ans que j'y suis. À peu près aucun. Quelques petites zones de conflictualité, il y en a toujours, mais de vrais problèmes, aucun. J'ai réfléchi aussi en termes de visibilité, et je trouve que dans... Alors la visibilité, c'est le grand truc les aumôneries, les églises, les paroisses. L'église doit être beaucoup plus visible qu'elle l'a été plusieurs dizaines d'années, et je dois reconnaître qu'on en pense ce qu'on veut, mais la visibilité d'une aumônerie est une chance. Dans un cadre très laïque, très laïque, vous voyez, je suis obligé de mettre un superlatif déjà. Dans un cadre laïque, virgule, la visibilité religieuse, le signe religieux, l'identité, l'identification, enfin tout ce qui tourne autour de l'identité, puisqu'on est dans une société qui ne fonctionne qu'aux identités, multiples, chacun est identifié, quitte à être identitaire parfois, eh bien une identification religieuse assez nette fait partie du cadre que nous avons, que nous proposons, qui est reconnu par l'hôpital et qui est une chance assez importante. Une chance à Sainte-Anne. Il y a beaucoup d'aumôneries d'hôpitaux sur Paris, et en particulier pour les autres pôles, maintenant que je connais les autres sites psychiatriques à Paris, où en termes de visibilité, c'est assez catastrophique. Il n'y a pas de local, donc a fortiori, il n'y a pas de chapelle, il n'y a rien de permanent, c'est du précaire, institutionnalisé tout le temps. Ce qui n'est pas le cas de Sainte-Anne, et ça représente un pôle d'attractivité et d'identification extrêmement précieux, un pôle religieux, tout à fait intéressant dans un cadre laïque. Et là, encore une fois, cette interface entre la laïcité de l'hôpital et le religieux identifié, y compris architecturalement, si vous voulez, même si c'est un peu minimaliste, fonctionne très bien. Enfin, il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit, il y a une entente tout à fait cordiale, si j'ose dire. Autrement dit, la laïcité pour la religion catholique dont je suis un des acteurs dans cette aumônerie, la laïcité apparaît clairement comme une contrainte. Je pense que si j'avais invité mes bénévoles aujourd'hui, ils vous diraient ça. Certains souffrent de cette contrainte. Parfois c'est trop pour eux. C'est trop. Bon. Cette contrainte, elle tient au cadre. Mais de cette contrainte, la religion peut tirer quelque chose. La spiritualité et ou la religion peut tirer quelque chose, peut tirer des fruits, peut tirer une expérience positive, car l'expérience de la laïcité pour des religieux, c'est se dire, comme pour tout le monde d'ailleurs, c'est que la laïcité protège autant qu'elle contraint. Et c'est le problème. Justement, c'est la tension que soulignait Marc. Moi, j'en vois une très clairement là. La laïcité, son rôle, c'est de protéger autant qu'elle contraint. C'est une ambivalence, c'est une tension, elle peut être féconde. Et à l'hôpital comme ailleurs, la laïcité, vous savez, le grand problème de la laïcité à la française, c'est qu'en gros, même dans la loi de 1905, c'est toujours interdit, sauf quand on vous dit que c'est autorisé. Et là, d'un hôpital à l'autre, d'un site à l'autre, les critères peuvent bouger. Il me semble que cette laïcité, dans le contexte qui est le nôtre, dans la France de 2020, doit tenter de se faire. Alors je vais essayer d'utiliser maintenant des adjectifs ou des terminologies qu'on entend comme ça, de ci, de là, et que j'essaye d'adapter à ma vie d'aumônerie et de voir un petit peu comment ça peut fonctionner. La laïcité à l'hôpital pour les religions doit apprendre à se faire inclusive. Bon, c'est un peu le mot qui court tout le temps, etc., mais je pense que c'est vrai. C'est intéressant le mot d'inclusion. Pourquoi différents titres. D'abord parce que là aussi, c'est comme le prosélytisme. Le pape parle d'église inclusive. C'est très bien, c'est parfait. Et on retrouve dans certains propos laïques, n'est-ce pas, cette nécessité de société inclusive. Et je pense, malgré la raideur de la laïcité telle qu'elle est vécue à Sainte-Anne, que c'est possible.
pour les religions. C'est possible, il y a un aumônier musulman, il y a une aumônière protestante, elles peuvent tout à fait, je pense qu'elles pourraient dire à peu près la même chose ici que moi, on a à peu près tous les trois la même expérience. La laïcité doit se faire inclusive pour éviter quoi? Et là, du coup, c'est le travail des autorités républicaines, administratives, etc., d'éviter cela, pour éviter les formes de radicalisation, pour utiliser ce mot, hein, de radicalisation du religieux. Il y en a. Il ne faut pas non plus se dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, et les contraintes fortes que la laïcité fait subir aux religieux, je dis aux religieux parce que c'est le terme qu'utilisent les parlementaires, vous savez, on invite les religieux sur la loi bioéthique, etc., on va passer toutes les religions, hein. Mais les contraintes fortes parfois, on se dit à d'autres moments carrément abusives, que la laïcité demande aux religieux, ont d'abord comme tâche d'éviter des formes de radicalisation, voire des formes de communautarisme, pour prononcer ce gros mot-là, puisque le communautarisme, des formes de communautarisme, voire de séparatisme, voilà, je suis up-to-date par rapport au discours de M. Macron au Panthéon, hein, des formes de communautarisme ou de séparatisme peuvent aussi affecter des institutions qui forment une communauté. Hein. Il y a une communauté hospitalière qui répond aux mêmes logiques, inclusive, pour les soignants. Et donc, le travail des religieux, c'est de participer à cette inclusion en occupant dans l'hôpital une place originale qui est irréductible aux autres et qui rend un service à tous, à toute la communauté, parce qu'elle est irréductible aux autres. Donc, il y a effectivement un aspect utopique qui vient quand même s'incarner en lieu et place d'une chapelle, d'un échange, d'un dialogue. Et je terminerai sur la réalité suivante. L'hôpital Sainte-Anne, c'est un hôpital qui est... Sainte-Anne, hein, c'est tout ce qu'on entend. Ça n'est pas le plus grand hôpital psychiatrique de France, comme vous le savez sans doute en termes de patients. C'est le Villatier à Lyon, mais enfin, on n'est pas loin derrière. Et c'est surtout un hôpital qui a mis en place depuis une vingtaine d'années et qui promeut l'avènement et l'essor et l'efflorescence, pour ne pas dire le triomphe, des neurosciences, contre d'autres traditions de prise en charge psychiatrique. Et alors, le problème, c'est que, vous voyez, c'est laïcité et religion. Il y a beaucoup de religions dans un hôpital, il y a beaucoup de chapelles, et c'est pas forcément celle qu'on croit. Mais il y a beaucoup d'occasions, ne serait-ce que dans les traditions thérapeutiques, dans les traditions de prise en charge des patients, il y a beaucoup de chapelles, il y a beaucoup de querelles possibles, et il y a beaucoup de murs. Et c'est très intéressant, parce que dans un hôpital comme Sainte-Anne, on est capable d'organiser aujourd'hui, vous savez que Lacan a enseigné à Sainte-Anne, hein. Il faut voir d'ailleurs maintenant ce qui reste de l'endroit où il a enseigné, c'est une cantine, etc. Bon, voilà. C'est intéressant de voir cette géographie historique de l'hôpital avec la chapelle, Lacan, et puis maintenant les neurosciences. C'est très intéressant parce que les vagues successives, hein, plus ou moins épidémiques, se suivent, et c'est intéressant de voir que les murs existent, c'est-à-dire que des neuroscientifiques peuvent organiser un colloque, ils sortent du colloque, vous arrivez dans la salle du colloque au moment où les psychanalystes se réunissent dans la salle d'à côté. Et je ne vous dis pas que c'est quand même très étanche, tout ça. Hein. Alors, je dis ça parce que je suis en train de lire ce petit livre que je vous recommande. C'est une histoire flash, mais alors ultra flash, vous voyez, mais comment dirais-je, la taille est inversement proportionnelle à l'intérêt du livre. C'est un psychiatre qui bosse, Lionel Venet, qui bosse au Vinatier, justement, à Lyon, et qui explique ce que nous vivons très bien à Sainte-Anne, très bien, j'en sais rien, mais c'est-à-dire des traditions hospitalières, enfin, une prise en charge de la psychiatrie, des patients en psychiatrie qui se dégradent à vitesse grand V et où tous les voyants sont au rouge, absolument tous. Hein. Et donc il ne s'agit pas de valoriser une tradition parce qu'elle serait meilleure qu'une autre, je m'en fiche, je n'ai pas d'action, voilà. Mais c'est de rendre compte que la tradition dite de la psychiatrie humaniste, fondée sur l'écoute, le temps
Vous disiez, monsieur, tout à l'heure, la décision, ça se fait vite, etc. Pas toujours. Et parfois, on a besoin du temps. L'écoute, le temps, la relation, cette tradition est en train d'être absolument abîmée, dégradée. Et je ne suis pas sûr, et je ne fais pas un procès à qui que ce soit, ni aucune. Je ne suis pas sûr que le cumul d'une certaine approche néopsychiatrique, je dirais, et de la rentabilité hospitalière, vitesse grand V, en appuyant sur l'accélérateur, et à nouveau on appuie sur l'accélérateur après ou au sortir de l'épidémie de Covid, je ne suis pas sûr que ce cumul va rendre service à quelques patients que ce soit. Et donc l'humanisme d'une certaine tradition hospitalière en psychiatrie rencontre tout à fait l'humanisme chrétien qu'une aumônerie peut essayer d'exercer dans un hôpital comme Sainte-Anne. Les valeurs, ce n'est pas d'abord des valeurs, mais ça peut en devenir, bien sûr, d'écoute, de temps, je dirais même de non-jugement, comme on dit autrefois, hein, d'abstention du jugement, de neutralité bienveillante, ça n'existe jamais, mais allons-y, de ces valeurs-là, tu as prononcé le mot qui nous est cher à tous, de liberté, hein, ou de libération d'un sujet aux prises, avec ses conflits, avec ses angoisses, avec tout ce qui traîne, avec tous les boulets, etc. Ces valeurs-là, elles sont à l'interface de l'humanisme psychiatrique, la psychiatrie dite humaniste, et de l'humanisme chrétien dont nous sommes porteurs. Et moi, je vois un lancement d'alerte à faire sur cette dégradation qui touche tout l'hôpital, mais qui touche en particulier, pour des raisons spécifiques, la psychiatrie, qui est souvent, hélas, hein, la cinquième roue du carrosse dans les réformes qu'on veut bien nous promettre. Alors le titre du livre, c'est « Manifeste pour une psychiatrie artisanale ». Hein, c'est Verdier, et vous savez, une aumônerie, ça a beaucoup de l'artisanat, hein, ou du bricolage, et la psychiatrie aussi. J'ai conscience de la spécificité de la psychiatrie, en particulier à Sainte-Anne, mais comme tu sais, la psychiatrie est un courant qui, comment dirais-je, ils ont supprimé l'internat en psychiatrie et maintenant, etc., mais ça n'a pas eu, et pour les infirmiers c'est pareil, il y a une spécificité de la psychiatrie, il y a tendance à... Mais il y a aussi une spécificité, non pas seulement de l'hôpital Sainte-Anne, mais du diocèse de Paris. Du point de vue. La diocèse de Paris fonctionne, pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup avec enfin c'est à deux têtes, hein, c'est bicéphale les nominations, et donc il y a l'aumônier prêtre, encore dans la plupart des lieux, même si ça devient de plus en plus difficile, et puis un responsable ou une responsable laïque. Donc c'est ces bicéphales entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction, quelque chose comme ça, mais c'est aussi parce que le diocèse de Paris peut encore se le permettre, tout simplement, et c'est de plus en plus difficile. Hein. Ce qu'on voit arriver, de plus en plus, le modèle qui se met en place, c'est en réalité des curés de paroisse à qui on demande de venir aussi, de prendre le poste, ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que, quid de la formation, pour l'hôpital et pour la psychiatrie en plus, alors maintenant le diocèse de Paris m'a demandé d'assurer cette formation, donc c'est ce que j'essaie de faire, ce sera la deuxième année, et puis, comment dire, quid de la formation, et puis il y a pas mal de prêtres qui refusent, et puis il y a le fameux DU, qui devient, enfin, qui est obligatoire. Les aumôniers rémunérés doivent passer un DU de laïcité. Voilà, c'est le DU de laïcité pour ceux qui... Non, ça va, la laïcité, non, c'est la loi Taubira, tu me corriges si je me trompe, hein, c'est la loi Taubira qui impose effectivement maintenant à tous les aumôniers ce DU de laïcité, et quand vous dites à quelqu'un, un futur aumônier qui a envie de s'engager au titre de la vocation et de la foi, etc., eh bien vous allez vous prendre un DU en plus de tout ce que vous faites, etc., c'est compliqué dans sa vie professionnelle, si c'est un laïc, mais même si c'est un prêtre, parce que s'il est curé de paroisse, voilà, c'est compliqué. Juste du coup, par rapport au débat, je me permets de... Parce que la question, c'est comment on intègre, tu parles d'inclusive, hein, on intègre le religieux, le spirituel dans le soin. Je fais de la pub, du coup, on a publié aux éditions Lamar. Je ne sais pas si tu as vu le bouquin. Non, alors voilà, donc j'en profite. Édition Lamar, c'est une édition professionnelle, en particulier pour les infirmiers. Donc du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a de la formation, des éditeurs commencent à former
on a publié donc avec Daniel Maroudi et Pascal Thibault un livre qui s'appelle Soins et laïcité, religion et spirituel, et le sous-titre c'est Intégrer le religieux et spirituel dans le soin. Donc ça va tout à fait dans... Et donc on est au cœur du problème. Et ce que je voulais juste attirer l'attention, c'est que il y a une attente, au fond, aussi, en tout cas à travailler pour les jeunes générations, une compréhension. Alors, je souscris au fait, parce que moi, il se trouve, je forme pas mal aussi le monde de l'entreprise sur la question de la laïcité. Ce qui est assez frappant, c'est que la plupart des conflits sont liés à une ignorance complète sur la loi de 1905. C'est flagrant. Et moi, je commence toujours les formations en faisant travailler les gens que j'ai avec moi, en disant, alors, c'est quoi pour vous la laïcité et c'est quoi pour vous le religieux? Et c'est fabuleux parce que là, tu as un kaléidoscope de choses passionnantes, de contre-vérités, etc. Et là, tu peux commencer à creuser et déminer au fond, parce que la plupart des conflits sont des conflits d'ignorance, au fond, de l'affaire. Alors, il y a 3 questions écrites qui sont arrivées. Je vous les propose les unes après les autres. La première. Une question comportant un domaine déontologique et un domaine du travail, comment faire pour ne pas tomber dans une non-réponse? Voilà la première question qui vous est à tous deux soumise. La question est un peu large, donc comment faire pour une non-réponse sur des questions qui sont déontologiques et du travail. Les réponses, elles ne concernent pas moi simplement, quoi. Elles concernent une catégorie professionnelle, elles concernent l'institution, etc. Donc, pour éviter d'arriver à une non-réponse, ça veut dire qu'il y a... je reprends ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire... on arrive à des non-réponses quand on n'est pas dans l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Moi, j'ai l'habitude de dire sur les questions d'éthique, faut instruire les dossiers, quoi. Souvent, on va sur des affirmations, etc. Non, d'abord, on instruit un dossier, des dossiers complexes, et instruire un dossier, c'est à plusieurs, et quand on commence à instruire un dossier à plusieurs, alors on arrive souvent à trouver des réponses là où on les verrait pas tout seul, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si la réponse est claire, et éclaire celui qui a posé ou celle qui a posé la question, mais on arrive à des réponses quand on instruit les dossiers, quoi. Et instruire les dossiers, c'est rentrer dans le dur des tensions, des conflits, des contradictions, des ambivalences. Voilà. Et ce qui veut dire que la question du temps est aussi centrale. C'est-à-dire, à un temps donné, effectivement, on peut ne pas avoir de réponse. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse à construire, et on joue dans le temps. Les questions que vous évoquiez de cocktail éthique étaient une pratique courante, hein, il y a 25 ans, 30 ans dans tous les services. Hein. Enfin, je veux dire, les accélérations de processus de fin de vie par Deleuze, Lagartine, etc., c'était courant. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y en a plus ou pas. Globalement, ça veut... Non, mais si, quand même. D'abord, il y a la loi. Ça veut dire qu'en 30 ans, le dossier a été instruit, c'est-à-dire qu'il a été affiné. Les réponses sur la fin de vie, etc., c'est des réponses qui, aujourd'hui, ont un cadre, ont des évolutions encore à voir, on voit bien. Mais ça veut dire que la réponse immédiate à la souffrance d'un patient, il y a 30 ans, dans un service où les soignants rentraient plus dans la chambre, enfin, Jean-Marie, voilà, des services, les soignants, parce que le patient était hyper douloureux, personne ne supportait, etc. Et donc la seule solution pour sortir de la crise, c'était de pousser la seringue en cocktail lithique, ce qui a apaisé au fond tout le monde au prix d'une euthanasie et d'une transgression majeure, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'il a fallu 30 ans, 40 ans d'instruction patiemment du dossier, avec les transgressions qui heurtent, etc., etc. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui, globalement, à quelques exceptions près, il n'y a plus de pose de cocktail lithique, il y a des sédations, il y a des transgressions, etc., aux marges, mais dans des conditions différentes, d'intelligence collective, etc. Bon, voilà. Donc, voilà, moi je crois que ce qui fait que il y a un temps où il n'y a pas de réponse, et c'est important aussi de dire on ne sait pas quoi répondre à la question. C'est comme dans la vie tout court, quoi. On ne sait pas faire. Il y a des tas de choses qu'on sait.
Mais par contre, il faut travailler, instruire le dossier. Et le travailler, ça veut dire aller au contact de ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne sait pas dire, ce qu'on n'est pas capable de penser, et il faut le penser avec d'autres. Très brièvement, une petite... il y a des dizaines de définitions parfaitement contradictoires de l'éthique, mais il y en a une qui consiste à dire que l'éthique, c'est l'art de poser les questions. C'est-à-dire que voilà. Et donc la réponse fait souvent le malheur de la question. Et donc quand Marc dit il faut instruire les dossiers, c'est certainement ça. C'est-à-dire que on pense que la réponse, le sens est déjà donné. Alors c'est sûr que quand on est chrétien, le sens est déjà donné parce que métaphysique, Dieu de Jésus-Christ et le moral des béatitudes qui va avec. Mais en réalité, dans l'éthique, avec d'autres, et dans une intelligence collective, en effet, la démarche consiste à apprendre à bien poser. Quand on déploie la question, on s'aperçoit que la réponse peut bouger. Et en général, de manière beaucoup plus incarnée et singularisée. Voilà. Dans le droit fil, une autre question. La délivrance ou la prescription compassionnelle au mépris conscient des règles et des lois en vigueur de notre exercice professionnel peut être revendiquée par des membres d'équipe en officine ou en cabinet médical comme étant de donner du sens à son travail. Est-ce l'éthique convictionnelle ou professionnelle qui doit prendre le pas ? Je veux bien répondre, mais ça me paraît assez technique du point de vue de la profession et la formation. Non, c'est le compassionnel. Moi, je veux bien répondre sur le compassionnel. Ah bon ? Parce que le compassionnel, c'est... D'abord, les applications sont variées, multiples. Et le compassionnel, on est typiquement à la frange entre la conviction et, bien entendu, la responsabilité. Donc, c'est une articulation aiguë, vive, entre compassion, alors passion, compassion, après vous pouvez décliner empathie, sympathie. La compassion, c'est vif, hein, c'est très vif. On a la passion, on souffre, on a la passion d'eux aussi, et avec, cum. Bon, donc c'est un engagement, c'est une vocation, c'est une option, pour aller dans certains courants d'éthique, c'est une option subjective. C'est-à-dire qu'on est tout de suite placé au plus haut niveau de l'engagement personnel, subjectif, au bon sens du terme, hein. Mais dans une phase qui peut être paroxystique, surtout que le compassionnel peut amener à prendre des traitements, choisir des traitements qu'on ne ferait pas à ce moment-là, c'est prévu. Alors le compassionnel, figurez-vous, comme vous le savez 10 fois mieux que moi, c'est aussi possible, c'est prévu pour certains types de traitements, mais c'est une alliance qui peut être un petit peu rude entre responsabilité, intelligence collective, et puis engagement personnel, conviction. Le compassionnel peut aller jusqu'à des formes j'ai différentes vignettes, ou exemples dans ma tête, jusqu'à des formes qui frisent la transgression, je sais pas, il y a des formes de transgression qui peuvent être éthiques, hein, ça c'est plutôt Marc qui pourrait vous le dire, etc. Donc il y a c'est vraiment une forme aiguë, je dirais, de l'engagement subjectif. En plus, on retrouve dans le compassionnel, on peut être compassionnel pour tout un groupe, mais c'est quand même plus difficile. On est souvent compassionnel pour une personne, pour un parcours, pour une singularité, pour une dérogation, parce qu'on connaît le contexte. Et donc c'est effectivement une déclinaison de l'éthique qui est, en plus, le compassionnel peut être dans l'urgence, ce qui est beaucoup plus difficile, hein. Dans l'urgence, on a une décision qu'il faut prendre tout de suite, on n'a pas le temps, et on assume d'être en rupture. Mais ça veut dire que pour être en rupture, il faut quand même s'assurer du cadre. Parce qu'un compassionnel qui est totalement hors du cadre, les dérapages sont multiples et variés. Je dirais ça en première instance. Non, mais ça rejoint, je pense que dans ce contexte-là, alors la question c'est, est-ce que l'éthique de conviction et professionnelle est un élément... il me semble que sur de la décision de cette nature-là, ou tout cas de l'intention de transgression compassionnelle, d'abord il faut remettre le cadre. C'est-à-dire oui peut-être, mais le cadre nous oblige à un certain nombre d'éléments. Donc ça borde. C'est-à-dire que c'est comment on remet quelque part de la raison dans quelque chose qui
déborde. Je dirais volontiers que le compassionnel, ça déborde, alors de plein de bons sentiments, etc., pour des raisons, etc. Mais donc il faut évidemment reborder. Donc le premier élément, c'est de remettre du cadre. Et la remise du cadre, c'est pas d'abord la conviction, c'est dans le contexte professionnel, c'est le cadre professionnel. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que pardon de redire, mais ça veut dire que il faut réenclencher le dialogue parce que de toute façon décider c'est s'ajuster, donc on peut éventuellement avoir des raisons de transgression pour un certain... Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir discuter, et là encore la question du temps. Et puis le troisième élément de réponse qui pour moi est assez important, c'est que lorsqu'on déborde le cadre, ou transgresse le cadre, ce qui me paraît extrêmement important, c'est de maintenir et de faire exister symboliquement le caractère exceptionnel de la transgression, c'est-à-dire la non-systématicité. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude, sur des questions tendues de fin de vie, il peut y avoir des situations de transgression. Ce qui est problématique, c'est pas tant la transgression ponctuelle dans une situation très particulière, c'est la systématicité, la non-interrogation du caractère transgressif de ce qu'on fait. Et donc il y a un enjeu à maintenir du symbolique transgressif, c'est pour ça que le cadre est très important immédiatement à resituer, pour border le fait que le compassionnel pourrait devenir la règle. Et ça, c'est tout, me semble-t-il, une prise de risque toujours, en particulier sur la question des fins de vie, un risque majeur, parce que ça me paraît être une prise de pouvoir, au fond, à la fois... une prise de pouvoir, quoi. Et donc il faut éviter que la prise de pouvoir se généralise. Mais, donc voilà, donc c'est du cadre, de la structuration symbolique, et absolument du dialogue pour assumer, au fond, le fait que décider, c'est inventer quelque chose toujours un peu de nouveau dans une situation nouvelle et exceptionnelle. Toutes les situations sont exceptionnelles, il faut le rappeler. Alors, une toute dernière question, enfin au moins écrite. Quid des débats manipulatoires, entre guillemets, qui restreignent la liberté, entre guillemets, de l'autre, jusqu'à le transformer en objet, entre guillemets? Y a-t-il des solutions pour éviter ces dérives? Alors, juste une chose. Le témoignage sur il et elle, à qui on refuse de faire une injection de Rivotril, pose exactement cette question-là. Voilà, si vous voulez, l'autre répond. Alors, on va reprendre la même méthode. En première instance, il y a un contexte plus général qui est quand même celui du monde des objets. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas si c'est un effet un peu trompe-l'œil, mais il me semble quand même, disons, vous savez, les meilleures études en double aveugle randomisé nous disent qu'on est quand même dans un monde des objets de plus en plus. C'est banal, mais vous savez, les choses qui sont banales, elles sont aussi souvent vraies, pas toujours, mais c'est-à-dire que nos modes de vie quotidiens, nos modes de fonctionnement professionnel, parfois aussi, je pense à des ouvrages de sociologie sur C.I. là, sur le monde des sentiments, les émotions, etc., ou Julia Kristeva ou d'autres, nous sommes dans le monde de l'objet, l'autre de plus en plus un objet. Et donc il y a une tendance massive, si vous voulez, où, en psychiatrie d'ailleurs, les protocoles, la standardisation des protocoles a tendance à affaiblir ou à dégrader les subjectivités singulières, les histoires, les chaos, les heurts, etc. Et donc on baigne dans cet univers ambiant, où Monseigneur, comment il s'appelle, l'évêque académicien, dont j'ai perdu le nom pour l'instant, d'Agens, oui, me disait, on avait c'est très chic de dire ça, quoi. C'est une conversation avec M. d'Agens qui me disait ça, c'est-à-dire
face à ce monde des objets, hein, où tout est un objet, hein, où l'autre peut être une prothèse pour vous, comme ça c'est une prothèse pour la main, si vous voulez, la théologie catholique aurait avantage à revaloriser la notion de personne. Hein, et on voit bien dans l'éthique du soin à quel point, par l'hyper-rapidité des procédures, par l'exigence surmoïque de résultats et l'impossibilité d'échouer, par exemple, parce que c'est très mal vécu, etc., reconnaître un autre comme sujet, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'univers professionnel, dans les relations d'amitié, etc., comment dirais-je, fait dériver vers des formes de manipulation ordinaire. Hein, où quelqu'un que j'apprécie moyennement par ailleurs, mais un psychanalyste qui s'appelle Melman. Melman parle de perversion ordinaire. Alors j'aime pas beaucoup cette expression parce que je trouve qu'il y a des perversions partout, et donc des pervers partout. Mais il y a une petite ambiance quand même, hein, de perversion ordinaire, hein, où, vous savez, où les traits pervers qu'on a tous, plus ou moins, rassurez-vous, c'est pas forcément structurel, c'est ça la bonne nouvelle, où les traits pervers s'actualisent pour à peu près n'importe quoi. Or, le fonctionnement collectif, qui est tout sauf de l'intelligence collective pour le coup, mais les dysfonctionnements collectifs en chaîne nous poussent parfois à banaliser ces micro-perversions ordinaires que dénonçait autrefois dans sa chanson Moustaki. Georges Moustaki avait une chanson là-dessus, il ne parlait pas de perversion, mais ce mécanisme de petite manip ordinaire, hein, qui dévalorise autrui. Regardez la souffrance au travail. La souffrance au travail, là aussi, Christophe Dejour et compagnie, les voyants sont largement en rouge aussi. Et ça c'est ça, c'est le monde de l'objet. Et quand un objet est bon, et quand il devient mauvais, l'objet, hein, votre partenaire au travail, votre partenaire au couple, etc., l'objet devient un abjet. C'est abject et on jette l'objet. Bon, c'est pas rigolo ce que je raconte. Non, juste pour éviter les dérives dans une société, d'abord, ça suppose un diagnostic, hein, c'est-à-dire que si je prends la question telle qu'elle est écrite, je ne suis pas sûr de voir complètement là, quelle est la question sous-jacente, hein, enfin, mais des débats manipulatoires qui restreignent la liberté de l'autre jusqu'à transformer un objet, d'abord, faut discuter, faut diagnostiquer effectivement si c'est réellement une mise en objet de l'autre. C'est-à-dire que, je vais me faire l'avocat du diable, hein, dans cette sainte assemblée. Peut-être que parfois notre morale, notre rapport moral à une évolution d'une société est précisément ce qui rend objet l'autre, c'est-à-dire qu'il prive d'une certaine manière de la liberté. J'inverse le propos volontairement. Donc d'abord, ça veut dire qu'il y a un effort de diagnostic de ce qui est en train de se produire et qui est en soi un espace de discussion, hein. C'est-à-dire que parfois vouloir reconnaître l'autre comme une personne, c'est une prise, dans certaines affirmations éthico-morales, c'est une prise de pouvoir sur l'autre, hein. Donc par exemple, la radicalisation d'autonomie, par exemple, peut être une prise de pouvoir très paradoxale, mais sur l'autre. Donc il y a un vrai... qu'est-ce qui vraiment aujourd'hui, là, maintenant, dans notre société, met en objet l'autre? C'est pas forcément ce qu'on voit en première intention. Donc faut creuser. Et le deuxième élément, et je m'arrête là, si on veut pouvoir dénoncer, restreindre les débats manipulateurs, ça veut dire que il n'y a pas d'autre solution que d'être au cœur du débat. Juste pour faire suite à l'intervention de M. Lemoine, du coup, vous avez l'impression que l'humanisme, hein, qui était avant le métier du thérapeute, glisse progressivement hors de sa zone d'action et doit être, et en gros, vous constatez que vous la récupérez dans l'aumônerie, ou est-ce que finalement vous dites les gens ne connaissent pas les repères des uns des autres, donc ils ne peuvent pas leur parler. C'est un constat qu'on peut tous faire, je suis d'accord. Et donc, est-ce que la solution, c'est d'acter ça, de dire de toute manière, aujourd'hui, les jeunes générations
non pas la formation pour débattre, non pas la formation pour accompagner les patients sur ce côté au moins spirituel, sans parler de religion, ou du moins ou accompagner le patient dans ses questions métaphysiques quand il est dans une situation de maladie. Est-ce qu'on doit du coup se rendre, ou est-ce qu'on doit dire il faut réintégrer ces questions au sein de la formation des soignants? Eh bien, vous avez apporté la réponse dans la fin de votre question. Et alors là, si vous avez envie de le faire, bon courage. Parce qu'effectivement, je ne vois pas d'autre solution que de tenter de réintégrer. Je n'ai pas la recette. Hein. Je pointe à un début de diagnostic, mais je n'ai pas le traitement. Il faut effectivement réintégrer ça. Bon, dans la formation des soignants, je ne pense pas, oui, c'était le début de votre question, je ne pense pas que l'aumônerie récupère ce qui ne se fait plus à l'hôpital. Hein. En plus, je pense que ça se fait encore largement à l'hôpital Sainte-Anne, hein. Mais je vois quand même des pans entiers qui, vous savez, c'est comme le réchauffement climatique, hein, ça tombe là, c'est d'un seul coup. Et là, c'est en cours quand même. Hein. C'est en cours, et parce que les soignants n'ont plus le temps, parce qu'ils sont formés à autre chose. Et il y a attention, hein, je ne suis pas en train de faire la querelle des anciens et des modernes, rejouer ça en psychiatrie en disant oh là, les jeunes, c'est la catastrophe, ils font beaucoup de choses très bien, etc. Mais je pointe en tout cas des défaillances ou des limites à minima, et je pense que la tradition humaniste chrétienne fondée sur le temps et la parole, le temps, la parole, l'écoute, le désir, peut être quelque chose qui doit être réintégré dans la formation des soignants en psychiatrie. Je pense, en vous répondant, je pense à ce que disait Marcel Ruffo, vous savez, le psychiatre. Ruffo dit on forme beaucoup en psychiatrie des médecins qu'on veut très scientifiques. Tant mieux. Mais en psychiatrie, on a aussi besoin d'autres types de médecins et de soignants formés avec des sciences humaines, avec l'anthropologie, avec la sociologie, avec tous les différents champs de psy, etc., avec la philo, etc., de façon à donner une autre prise en charge au profit des patients. Ça se voit aussi très bien, figurez-vous, dans les thèses qui se font actuellement en psychiatrie, et où on voit bien que les jeunes cherchent des sujets un peu atypiques par rapport à leur formation. Alors, après une formation très neuroscientifique, qui néglige les psychothérapies, par exemple, parce que ça prend du temps, une psychothérapie, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que je pourrais faire comme thèse? Allez, un peu de philo, parce que je n'en ai jamais fait, et puis c'est bien, on fait une thèse un petit peu sur la phénoménologie. Bon, pourquoi pas? C'est assez insolite, ça donne un apport, etc. Mais il y a toute une tradition, quand même, de la prise en charge humaniste que Madame a connue dans son métier, qui est passée sous silence, passée à la trappe. Alors c'est comme un truisme de le dire, mais je trouve absolument dommage pour les patients que l'idéologisation des traditions de prise en charge en hôpital psychiatrique. Parce que je rêverais, mais c'est complètement mythique, d'apport mutuel, si vous voulez. Mais si je me déplace en effet en Suisse, hein, chez Ansermet ou d'autres, je vais en Suisse, vous n'avez aucun problème, on fait un colloque avec des gens hyper neuroscientifiques et des psychanalystes. Bon. Et puis tout ce monde-là réfléchit sur les neurones miroirs, sur comment ça peut se passer, c'est quoi l'inconscient aujourd'hui, etc. En France, c'est toujours pas vraiment possible. C'est-à-dire, c'est toujours, on l'a vu pendant l'épidémie, hein, c'est toujours la guerre des experts. Il n'y a rien à faire. Hein. Vous savez, la grande tradition française, c'est la guerre. C'est la guerre, et comme on dit, la stratégie guerrière de la France, c'est d'aller dans le mur avec panache. Et je pense que c'est pas une bonne idée pour les patients en psychiatrie. Il faudrait pouvoir s'écouter et profiter. Regardez la querelle autour de l'autisme. Alors on arrive péniblement à dire, et là il y a beaucoup de gens qui ont tort un peu partout, hein, donc je suis très prudent dans ce que je vais dire, mais on arrive péniblement à dire, allez, si on pouvait quand même essayer des approches complémentaires. Complémentaires, on n'y pensait pas, et hop, on restaure de vieilles querelles qui malheureusement sont toujours, on s'aperçoit qu'elles sont toujours là, quoi. Donc les approches complémentaires, qu'est-ce qu'on a du mal
à faire ça en France. Et je vois qu'en psychiatrie, on a vraiment beaucoup de mal. Donc oui, ce serait probablement du côté de la formation Mais je suis très étonné, à Sainte-Anne, il y a une école de psychanalyse, l'école psychanalyse de Sainte-Anne, il y a un grand amphi en neurologie, l'amphi Garcin, où il y a, je sais pas moi, 200-300 places, c'est plein de jeunes. C'est plein de jeunes qui viennent écouter des vieux psychanalystes, tout ça, leur parler des psychos, etc. Donc, quand on arrive à décloisonner, ça marche. Ça marche, mais il faut vraiment y aller, quoi. C'est vraiment un combat. Les priorités en psychiatrie, c'est quand même du côté de la biochimie, du côté des nouvelles molécules, mais il n'y en a plus. Là où je rejoindrais volontiers Didier Raoult, c'est pour dire ou d'autres, c'est pour dire, finalement, il y a tout un discours sur le progrès, c'est terminé. Alors peut-être qu'il est un peu pessimiste, mais on ne crée plus de nouvelles molécules, si vous voulez. On fonctionne sur en pharmacopée, les psychotropes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis en train d'avoir votre avis, on ne crée plus grand-chose. On duplique ce qui existe déjà. On arrive à des... voilà, on a du mal. Et puis ce qu'on a créé il y a quelques années, on s'est aperçu en plus que c'était pas trop génial. D'ailleurs, il y a des molécules qui ont été supprimées, vous avez vu ça. Et puis il y a des... comment dirais-je ? Et puis on revient à de vieilles molécules quand on s'aperçoit que finalement, c'est pas si mal que ça. Donc ensuite, il y a un besoin pour les neurosciences de s'évader. Je vois bien, alors on s'évade du côté de la méditation. Bon, là, je reprends plus ma casquette de psychanalyste, mais il y a besoin de s'évader parce que c'est extrêmement desséchant. Et puis, il y aura peut-être un besoin, j'espère, de retrouver une forme de clinique dans un temps un peu plus long. Mais regardez, ça c'est lié à la dégradation du système de soins français. C'est pour tout un tas de raisons que vous connaissez 10 fois mieux que moi. C'est difficile de s'installer, c'est difficile de prendre du temps, c'est difficile de... Voilà. Et pour les jeunes, c'est effectivement... on s'époumonne à essayer de le faire.